3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Ninon Bachet nous accompagne ce soir, stratégiste taux chez Société Générale CIB. Bonsoir et bienvenue Ninon. Bonsoir. Paul Jackson est avec nous également, le responsable mondial de la recherche en allocation d'actifs d'Invesco. Bonsoir Paul. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là et merci à Xavier Chapon d'être là également ce soir. Bonsoir Xavier. Bonsoir Grégoire. Vous êtes le directeur de la gestion cotée et de la dette privée d'Arkea Asset Management. Comme promis, parlons des marchés face au risque politique. Alors, un risque sans doute encore un peu loin. On parle bien sûr du cycle électoral de 2027 qui concerne entre autres la France. Ninon, je me tourne vers vous. Une manière de mesurer l'intérêt ou l'attention du marché par rapport à ce risque politique à venir, c'est de nous donner quelques indications sur le volume de questions entrantes, si je puis dire, pour les équipes de recherche de Société Générale CIB sur le sujet français spécifiquement. Est-ce qu'on est déjà en train de constater une augmentation du volume de questions? Dans quelle amplitude, bien sûr? Quelles sont les questions qu'on vous pose? Quelles sont les réponses que vous apportez, Ninon? Donc effectivement, on a reçu de plus en plus de questions récemment sur les élections françaises. Peut-être aussi parce qu'on est une banque française, donc les clients veulent avoir notre avis. Et on a identifié 2 questions, 2 thèmes principaux. La première, c'est de savoir quand est-ce que le spread OAT-Bund commencera à réagir, donc quand est-ce qu'on aura les premiers signes de stress dans le marché français. Et la deuxième question était de savoir si ce stress potentiel pouvait aussi avoir des effets de contagion sur les autres pays européens, donc d'autres spread pays comme le BTP ou SPGB Bund. Donc déjà, la première question, c'est pas if, oui. C'est when. Oui. C'est-à-dire que les investisseurs sont convaincus qu'il y aura un moment de tension et que le marché s'invitera, si je puis dire, dans ce cycle politique. C'est le sentiment qu'on a suite aux différents rendez-vous qu'on a pu faire récemment. On a déjà des fondamentaux qui sont connus et on a identifié très clairement 2027 comme étant un nouveau challenge pour la France. Et donc, les investisseurs que l'on a rencontrés s'attendent à un écartement du spread OAT-Bund. Et effectivement, le plus important pour eux, ça va être une question de timing pour mettre en place d'éventuels investissements. Bien sûr, stratégie. Donc, c'est déjà la question du timing qui est posée. Ouais. C'est quoi la réflexion que vous apportez justement à vos clients par rapport à cette question, Ninon? Donc, de notre côté, on a identifié le 4e trimestre comme étant le moment où les premiers signes de stress pourraient apparaître. Premièrement, parce qu'on va avoir les premières discussions autour du budget 2027, ouais. Donc ça a tendance, de manière saisonnière, à être un événement qui focalise le marché de nouveau sur toutes les métriques fiscales. Et ensuite, le 4e trimestre, parce que généralement, lors des élections précédentes, on a vu les premiers signes de stress émerger environ 5 mois en moyenne avant le début des élections. Donc on est autour de janvier-décembre. Donc ça peut être aussi un moment où on aura un petit peu plus de clarté sur les candidats, sur les programmes. Donc on pense que c'est un bon moment pour avoir les premiers signes de stress. Ah ouais. Bon, vous avez le droit de botter en touche, mais quand on parle de stress sur le spread entre la France et l'Allemagne, sur les taux à 10 ans. Est-ce que l'idée, c'est qu'on peut rester en terrain connu? Le dernier gros écartement du spread a eu lieu post-dissolution en 2024, mais on avait eu des mouvements sur l'élection de 2017 notamment qui avaient été aussi relativement importants. Quand le marché commençait à voir monter la probabilité d'un second tour entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, à l'époque, la dissolution, bien sûr, avait amené, alors je parle sous votre contrôle, mais le spread était monté à quoi? Plus de 80, c'est ça, si je dis pas de bêtises? Entre 85 et 90. Bon, est-ce que c'est à peu près ces bornes-là que vous avez en tête, ou est-ce qu'on peut basculer dans un scénario qui serait encore un scénario différent? On a tendance à travailler avec plusieurs scénarios, bien sûr. Dans le scénario central, on a, nous, de notre côté, la vue qu'on va revisiter les niveaux qu'on a vus en 2024, donc autour des 90 points de base. Ensuite, voilà, le marché peut très bien aller au-delà en fonction des sondages au fur et à mesure qu'on se rapproche de l'élection et en fonction de la lecture du marché, du risque ou du non-risque de chaque candidat. Donc on a effectivement dans notre scénario haussier des niveaux plus élevés.
Mais en discutant aussi avec les investisseurs récemment, on a compris que la plupart ne voyaient pas de scénario assez agressif sur le HT-Bund et que les niveaux de 2024 semblaient être des niveaux peut-être maximum qu'ils attendaient. Okay. C'est encore oui, c'est le sentiment. Non, mais c'est l'ambiance du moment. Oui, je le précise, effectivement, on est encore assez loin de alors du 4e trimestre et encore plus loin, évidemment, du moment de l'élection présidentielle. Sur le risque de contagion, là aussi, alors c'est un phénomène qu'on n'observe plus depuis très longtemps, puisque les spreads, finalement, n'ont jamais été aussi serrés aujourd'hui en Europe. On parle beaucoup de la France, mais quand on regarde le PAC zone euro, je veux dire, on n'a jamais été aussi... on n'a jamais autant convergé, en tout cas depuis la crise souveraine, enfin l'avant-crise souveraine. Est-ce que ce risque de contagion, il existe toujours malgré tout, Ninon ? On est un peu moins convaincu du risque de contagion. On pense qu'il y aura forcément un petit effet d'entraînement avec un stress qui peut entraîner un petit écartement de quelques points de base sur les autres spreads pays. Mais globalement, on pense que ce sera quand même un risque français uniquement. Ouais, idiosyncratique. Exactement. Ce ne sera pas un catalyste pour un écartement généralisé des spreads pays en Europe. Et pareil, si on translate la réflexion sur le cycle électoral italien aussi qui aura lieu en 2027, est-ce que là aussi il y a des risques de phénomènes de contagion parce que c'est l'Italie, ou est-ce que ce risque-là a quand même diminué aussi partant de l'Italie, par exemple ? J'aurais tendance à dire que le risque a un petit peu diminué du fait de toute la convergence qu'on a vue en zone euro ces dernières années. En revanche, je pense qu'il est peut-être un petit peu plus important. Quand il s'agit de l'Italie ? Oui, toujours. Alors j'ai mis en titre, Paul, France, les marchés face au risque politique, mais j'aurais dû préparer un autre titre qui aurait pu être le UK face au risque politique, Paul, parce que ce risque politique, évidemment, il ne s'arrête pas à la France. Donc là, nous, c'est la décision de Marine Le Pen qui est attendue. Vous avez eu la décision de Nigel Farage qui quitte son poste de parlementaire, qui déclenche donc une nouvelle élection. Quel est le sens de cette décision ? En quoi ça peut concerner ou non les investisseurs? Et puis au-delà du cas de Nigel Farage, encore une fois, la tête de Réforme UK qui est le premier parti aujourd'hui, il y a la perspective d'un nouveau Premier ministre travailliste dans les prochains mois avec la candidature de Andy Burnham pour remplacer Keir Starmer. Comment est-ce que tout ça se reflète dans les marchés et qu'est-ce que les investisseurs doivent avoir en tête quand il s'agit du risque politique britannique? Je crois que d'abord, il faut mettre les choses en perspective. Nigel Farage et son parti Reform, aujourd'hui, ils ont, 5 membres du Parlement. Donc, c'est parmi 650 membres du Parlement. Donc, c'est une partie qui est très, très petite. Oui, vous avez raison que dans les sondages, ils sont en première, mais ils sont en train de perdre. D'accord, il n'y a pas le momentum. Ils perdent du momentum. On estime qu'ils ont atteint leur pic, il y a une espèce de plafond. Ouais. Et en fait, ils sont en train de perdre leur part dans les sondages. Ils restent toujours en tête, mais comme on a témoigné avec l'élection à Macclesfield pour Andy Burnham, ils étaient très loin derrière Andy Burnham. Et l'élection, la réélection prospective de Nigel Farage à Clacton, il y aura un grand effort de la part des autres partis pour lui faire barrage. Et ça sera, s'ils arrivent à le faire, ça sera quelque chose de très important, très mauvais pour Nigel Farage et son parti. Et Nigel Farage, c'est un peu comme l'Écosse. Reform, c'est un peu comme l'Écosse. No Scotland, no party. No Farage, no party. Donc c'est un vrai pari risqué qu'il prend là, pour lui-même, mais pour son parti et son organisation politique. Mais en tout cas, en parlant des marchés, pour moi, il y a très peu d'importance. Il y a peu d'importance de la situation de Nigel Farage. Beaucoup plus important, c'est la situation, ça a été la situation de Keir Starmer, la situation du gouvernement travailliste, les problèmes de réformer le budget, de réduire les dépenses. Et c'est pour ça qu'il y avait cette augmentation de taux
au Royaume-Uni. Et pour moi, les taux au Royaume-Uni restent toujours attrayants. Ah. Il y a une prime de risque politique, notamment, qui fait qu'il y a de la valeur dans les taux britanniques. Je crois qu'il y avait, peut-être il reste toujours un petit prime. Ça n'a pas changé depuis la démission de Keir Starmer, donc il n'y avait pas une augmentation des spreads. C'est vrai. Mais parmi, par exemple, la dette souveraine, si on regarde au niveau mondial, ou le crédit au niveau mondial, moi je préfère les marchés émergents et le Royaume-Uni. Je ne sais pas ce que ça veut dire pour la situation économique et développement du Royaume-Uni, mais c'est deux régions, deux endroits où il y a des rendements assez intéressants, ou qui restent intéressants. Vous iriez pas jusqu'à dire que le Royaume-Uni a la caractéristique d'un pays émergent sur les marchés aujourd'hui, Paul. Non, mais désolé, je ne veux pas vous blesser. C'est une question qu'on se pose. Et des fonctionnements de pays... Enfin, le risque émergent semble aujourd'hui en relatif moins important quand on regarde une gouvernance américaine, quand on regarde la gouvernance qu'on peut avoir aussi dans certains pays autour de nous. Et je dirais que chez nous, au Royaume-Uni, la comparaison n'est pas vraiment avec les marchés émergents. Ça, c'est mon blague. Mais oui, c'était un peu provocateur de ma part. Mais la comparaison politique est plutôt avec l'Italie. Parce que l'Italie a eu une stabilité depuis quelques années. Il n'y avait pas de changement de gouvernement, pas de changement de Premier ministre. Au Royaume-Uni, c'est quasiment tous les ans, il y a un nouveau Premier ministre. C'est 7 même depuis le Brexit, sans élection. Ça. Ouais. Ça va être le 7e depuis le Brexit, c'est ça. Ouais. Donc on retrouve, effectivement, c'est ce qui caractérisait l'Italie avant cette période de stabilité et le pouvoir de Meloni en Italie aujourd'hui. Mais quand même, pour revenir au spread italien, et une contagion future dans l'avenir possible de la France. Il faut s'en souvenir qu'il y a un seul pays où il y a un pays qui nous a montré comment gérer les problèmes budgétaires, c'est l'Italie. Et à mon avis, c'est pour ça, malgré le fait historiquement, il y avait un nouveau gouvernement chaque année, ils ont su gérer le budget et produire un budget où il y avait une surplus primaire systématique qui a contrôlé la dette, le ratio de dette et le PIB. Et c'est pour ça, fondamentalement, c'est pour ça que je doute qu'il y aura une augmentation importante du spread sur la dette. On peut avoir des mesures de contingentement, et l'Italie a dû le faire au regard du poids historique de sa dette. Elle n'avait pas d'autre choix que de dégager un excédent primaire. La contrepartie de ça, c'est que c'est un pays qui a quand même pas beaucoup investi, qui a même sous-investi aussi pendant des années, avec une croissance potentielle qui reste toujours très limitée, même si ça peut aller un peu mieux aujourd'hui. Mais on peut faire les mêmes remarques au Royaume-Uni. Bon. Alors ça nous change un peu de l'IA, Xavier, mais il va falloir se réhabituer, j'imagine, à ce thème politique dans la perspective de l'année prochaine. C'est peut-être un peu tôt pour en parler, mais on en parle. Qu'est-ce que ça vous inspire et comment ça se retrouve dans les marchés, ou comment ce risque politique peut se retrouver selon vous dans les marchés? Alors déjà, tout d'abord, j'aimerais rebondir aussi sur l'Italie, parce que je suis assez d'accord avec les deux autres intervenants, et surtout aussi de rappeler une chose, c'est que la dette italienne est détenue par les domestiques. Et ça, c'est un gros facteur pour éviter de voir cette dette s'écarter en termes de prime de risque. Ça, je pense que ça reste un point très important, et d'autant plus qu'ils ont une politique d'émission de dette sur la rétailisation pour vraiment les personnes privées. Il y a des grands emprunts qui sont régulièrement... Très, très grands emprunts, et donc ça permet quand même à cette dette d'être résiliente. Ça, c'est une première chose. Après, oui, le risque politique aujourd'hui, il est prégnant. Il est prégnant en France, il est prégnant en Europe, il est prégnant aux États-Unis. Il y a les midterms dans pas longtemps aux États-Unis. Ça va avoir évidemment des impacts. Néanmoins, si on regarde la zone euro, on a une politique d'investissement des États qui est importante et qui n'est pas que en Allemagne, et qui commence à se mettre en place dans les différents pays, qui se met en place, on a le sommet de l'OTAN, on verra ce qui sera véritablement dit et comment les États vont annoncer leurs investissements.
On ne sera peut-être pas à 5%, ça c'est sûr, mais néanmoins, on a quand même une dynamique qui est forte en termes d'investissement de la part des États dans tous les domaines touchant la souveraineté. Pas que la défense, mais disons la souveraineté. Donc à partir de ce moment-là, je pense que c'est quand même un soutien pour la croissance. Donc il faut regarder d'un œil plutôt favorable les marchés d'actions européennes. En revanche, en ce qui concerne la dette, ça va peser évidemment sur la dette européenne, quelle qu'elle soit. Et pour revenir sur la dette française, la dette, les émissions de l'Union européenne, ce sont des émissions qui sont garanties par les différents États de la zone euro, donc à partir de l'Union européenne. À partir de ce moment-là, la France aussi en fait partie, donc on pourrait quand même avoir des petits impacts, à mon sens relativement faibles, mais quand même des petits impacts. Je suis assez d'accord aussi sur le fait qu'il ne va pas y avoir de transmission du risque français sur les autres zones européennes, parce que voilà, c'est un problème franco-français, il n'y a pas de raison que ça ait véritablement des impacts. Et néanmoins, on est dans une configuration où on a une banque centrale européenne qui a monté ses taux, qui aujourd'hui, par rapport à ces risques d'inflation, est plutôt en train de se dire que la situation est plutôt gérée. Donc potentiellement, un arrêt de cette hausse des taux, voire en 2027, peut-être des baisses, on ne sait jamais, c'est toujours possible, peut-être aussi aux États-Unis. Donc, une repentification de la courbe à travers une baisse des taux directeurs. Néanmoins, des taux longs qui pourraient aussi remonter encore un petit peu, donc c'est là où il y a un peu de risque. Après, ce qu'il faut aussi avoir en tête, moi je pense toujours aux investisseurs institutionnels, aux assureurs. Les assureurs français détiennent de la dette française avant tout. La question est de savoir, est-ce qu'ils vont considérer que le risque est trop important et qu'ils vont sortir une partie de leur position sur l'OAT? Tout dépendra des niveaux de taux et tout dépendra de leur pile FIFO, de leur niveau de taux, leur taux de rendement actuariel moyen, et savoir s'ils peuvent sortir. Et s'ils sortent, eh bien, ils iront aussi sur d'autres pays de la zone euro. Pour une bonne raison, c'est que le coût du risque d'État est à zéro. Donc c'est un point aussi qui est important, parce que ça permettra aussi de contenir l'évolution des taux longs dans la zone euro. Pour l'instant, on n'a pas observé de mouvement de vente de l'OAT venant de la part d'institutionnels. Moi, j'ai même plutôt entendu que les assureurs en remettaient aujourd'hui. Eux, ils gèrent des équilibres passifs-actifs, long terme, etc. Les niveaux de taux sur l'OAT, notamment, peuvent représenter de la valeur et du rendement intéressant pour ces acteurs aujourd'hui. Surtout relativement aux 15 années... bien sûr, de taux zéro, 2008. Bien sûr, c'est le moment d'en remettre. C'est le moment d'en remettre, ça permet d'améliorer le taux moyen à l'investissement. Donc c'est évident que ça peut être vraiment intéressant pour les assureurs. Ça a été toute l'année 2025. Ça l'a été aussi en 2026. Il y a eu beaucoup d'investissements réalisés par les assureurs en 2026 sur de la dette française, en rallongeant en partie les maturités. Donc, oui, c'est tout à fait normal. Après, il y a le risque français est devant nous, potentiellement. Donc cela aura un impact sûrement sur les investissements à venir, pas obligatoirement de sortie, mais au moins d'investissement, donc d'investissement sur d'autres acteurs, et donc un risque sur la dette française, parce qu'il va continuer d'y avoir des émissions, et donc de voir cette dette potentiellement s'écarter. On se souvient, je crois 2017, je crois, on voit très nettement que les Japonais arrêtent d'acheter à un moment la dette française sur les émissions quelques semaines ou quelques mois avant l'élection. Principe de précaution, j'imagine. Les achats ont pu reprendre après, mais il y a toujours une période où effectivement un certain nombre d'investisseurs étrangers, notamment, pas forcément aussi contraints que des investisseurs domestiques, se lèvent un peu le stylo, quoi. Alors d'autant plus que les Japonais, aujourd'hui, ils ont une situation de courbe des taux qui est complètement différente. Et ils ont de l'intérêt chez eux. Voilà. Les taux courts ont remonté, les taux longs remontent de façon assez significative, et en plus avec un yen qui est faible, et qui est au plus bas depuis très longtemps. Donc ça peut complètement faire sens pour eux de rapatrier en fait leur devise, enfin du moins de vendre la dette française pour revenir sur la devise domestique et d'acheter de la dette japonaise. Bon, il y a une vraie guerre du capital, j'ai l'impression, pour les États qui sont amenés à lever de l'argent, alors que ce soit pour des logiques d'investissement, que ce soit pour des logiques simplement courantes, si je puis dire, Ninon. Ça va maintenir une pression, une tension sur les rendements des parties longues de courbe. Là, aujourd'hui, le 30 ans américain revient à 5%. Pauline nous fait un point détaillé des marchés obligataires japonais chaque jour, désormais. Et c'est vrai que pareil, on a
un 10 ans allemand qui, tourne toujours autour des 3%. On est sur une forme d'équilibre à ces niveaux de taux aujourd'hui, selon vous ? On a tendance à penser que effectivement le seuil des 3% est plutôt cohérent avec une pression toujours sur la partie longue du fait de facteurs structurels, donc ces émissions de dette qui sont toujours élevées et qui vont rester élevées dans les années à venir avec toutes ces dépenses de défense, d'investissement, aussi liées à la transition énergétique, donc des changements structurels en Europe qui pour nous ont vocation à toujours exercer une pression à la hausse sur les rendements longs. Dans notre scénario central actuellement, on est plutôt confiant de dire que les taux longs Bund à 10 ans resteraient autour de 3%, voire un petit peu plus. On est totalement confortable avec l'idée de voir 3,20 de nouveau. C'est pas des mouvements massifs, mais pour nous, ça fait du sens, toujours dans le contexte un peu global de déficit et de dette qui continue d'augmenter. Bien sûr, il y a toujours la question de la politique monétaire aussi qui ne joue pas pleinement sur les taux longs, mais l'anticipation de marché sur ce que va faire la BCE à horizon 2 ans, par exemple, c'est quand même une composante qui joue aussi pour la zone 10 ans notamment. Ouais. Qu'est-ce que vous dites d'ailleurs chez Société Générale CIB là, des prochains mouvements de la Banque Centrale Européenne ? On a passé le cycle des réunions du mois de juin avec les communications, les décisions en l'occurrence concernant la BCE, puisqu'on a eu 25 points de base de hausse de taux. Est-ce qu'il y a un risque d'avoir back-to-back en juillet, une deuxième hausse de taux consécutive en juillet, ou est-ce que ce risque est écarté à ce stade ? Et comment est-ce que vous anticipez désormais les prochains mouvements du point de vue de la Banque Centrale Européenne ? Alors la hausse de taux en juillet pour nous est très peu probable. Faire des décisions en back-to-back, c'est assez rare. Et on a aussi les prix du pétrole qui ont largement baissé. Le monde a un peu changé depuis, heureusement. Oui. Et on a aussi les chiffres d'inflation qui ont été plutôt encourageants la semaine dernière. Donc globalement, pas d'urgence pour délivrer cette deuxième hausse de manière consécutive. En revanche, on garde toujours en tête, nous, l'idée d'une hausse qui sera délivrée en septembre. En revanche... Un réglage. On change pas... Enfin, comment dire ? L'idée n'est pas d'amener une politique monétaire en territoire restrictif, strictement parlé. C'est juste un ajustement du réglage actuel. Effectivement. Oui, on sera à 2,5, donc on est toujours dans le range un peu neutre. D'accord. Pas de politique restrictive. On peut se revendiquer neutre encore. Oui, à 2,5 selon nous. D'accord. Oui. Après, ce sera quand même un challenge pour la BCE en termes de communication, parce qu'on a l'inflation qui baisse et nos économistes pensent qu'elle va continuer un peu à baisser pendant l'été. Et si on a le prix du pétrole qui reste à ces niveaux-là, on peut avoir des questions sur la nécessité de délivrer cette deuxième hausse. Et le marché est un peu dans ce camp-là. On la supprime pas totalement. Elle est toujours pricée, mais elle n'est pas pricée pour septembre, elle est pricée pour décembre ou début de l'année 2027 en fonction des jours. Donc voilà, nous on conserve cette idée de septembre, mais la probabilité de la hausse baisse un petit peu en ce moment. Et je vais repasser la parole à Xavier Chapon, mais la perspective, est-ce qu'on peut imaginer un chemin qui verrait la BCE rebaisser ses taux en 2027, annuler, j'allais dire, les deux hausses de taux possibles qui auraient été délivrées en 2026 ? Il y a un chemin pour ça ? Ou c'est compliqué ? Pour l'instant, c'est compliqué d'imaginer ce scénario, mais c'est aussi du fait qu'on est plutôt optimiste sur la croissance en Europe, donc croissance résiliente, et on pense que l'inflation va quand même rester un peu élevée, avec potentiellement des effets de second tour. Donc, il y a un peu plus de croissance nominale, peut-être que ce que le marché anticipe, ou que ce que le consensus des économistes peut anticiper. C'est votre vue Pas énormément, mais une croissance qui reste au-dessus du potentiel, en tout cas l'année prochaine. Je comprends. Suffisamment, en tout cas, pour que la BCE ne puisse pas, c'est ça, revenir forcément. Qu'est-ce qui amènerait la BCE, du coup, à baisser ses taux en 2027, Xavier ? Alors déjà, l'effet de base, justement, sur l'inflation, par rapport à mars. Cela peut jouer de façon assez significative. Alors, je suis d'accord sur la croissance européenne. Je suis favorable nous sommes favorables sur le fait de dire que la croissance européenne est résiliente et elle le sera aussi en 2027. On a touché le point bas des révisions à la baisse, peut-être, là, avec la réouverture d'Ormuz. On va pouvoir même peut-être voir, pourquoi pas, des petites révisions à la hausse. Absolument. Alors, c'est vrai que la réouverture d'Ormuz... Pointillé. Voilà. Il peut se passer n'importe quoi encore dans les prochains mois. Mais néanmoins, on est, à mon sens, dans une configuration où la Banque Centrale Européenne peut revenir à sa situation d'avant, de cette hausse
qu'il y a eu il y a quelques semaines. Du mois de juin, Voilà, je pense que ça, c'est tout à fait possible si la configuration est favorable. Donc nous, on laisse cette éventualité pour 2027. Bon, voilà. Sur les banques centrales, Paul, je ne sais pas s'il y a des avis particuliers. Alors, on parle beaucoup de Kevin Warsh aussi. Quelle est la situation pour vous de Kevin Warsh et de la réserve fédérale sous Kevin Warsh? Qu'est-ce que vous attendez de la Fed pilotée désormais par Kevin Warsh, qui d'ailleurs, s'efforce d'en dire le moins possible. Et il va falloir s'habituer à ça, j'ai l'impression, Paul. Oui, je crois que ça sera un débat assez délicat à l'intérieur de la Fed. On verra ce soir avec les minutes. C'est vrai. Je serais très intéressé de voir s'il y a une réduction de détails publiés dans les minutes. Parce que ce qu'ils avaient publié après la réunion, c'était 3 paragraphes. Il y avait très peu. Je rappelle, les minutes, c'est pas juste le transcript, c'est pas le transcript de la réunion. C'est quelque chose qui est rédigé, chaque mot est pesé, etc. Donc il y a un vrai exercice de communication presque politique, en tout cas, dans les minutes. Et Kevin Warsh, c'est très intéressant parce qu'il y avait une présomption qu'il a été choisi parce qu'il avait plus ou moins garanti de réduire les taux. Mais en observant et en écoutant ses paroles dans les 12-24 mois qui viennent de passer, ils partent dans tous les sens. Il y a déjà l'idée d'une quantitative tightening, donc de réduire le bilan de la Fed qui peut pousser vers le haut légèrement les taux longs, par exemple. Il veut changer l'indicateur inflation utilisé par la Fed en utilisant le trimmed mean. Aujourd'hui, oui, ça peut justifier peut-être une réduction des taux parce que le trimmed mean est moins élevé que le core PCE qui est à la hausse depuis le mois d'octobre. Bien sûr. Il y a une tendance... Bien avant Mousse. Il y a une tendance un peu difficile dans cet indicateur, mais en regardant l'historique de ces deux indicateurs, normalement, le trimmed mean a tendance à suivre... Ça reconverge. Le corps PCE, c'est pas le corps PCE qui suit trimmed mean. On enlève les parties les plus chaudes de l'inflation et les parties les plus froides. Voilà, on enlève les deux extrêmes. Alors pas forcément dans les mêmes mesures. Parfois on enlève un peu plus de l'extrême chaud. On garde. Enfin bon, bref, c'est un calcul aussi compliqué qui mérite de rentrer un peu dans le détail. C'est un peu à la mode, mais c'est bizarre parce que chaque mois on enlève les éléments différents. Oui, c'est ça. Voilà. Donc pour faire une série, c'est compliqué. Ça devient compliqué de faire des vraies comparaisons historiques. Donc, je ne sais pas s'il va utiliser ça pour dire que voilà, on peut justifier une réduction des taux. Il parle d'une changement de modèle utilisé par la Fed. Voilà, d'utiliser un modèle monétariste. Je ne sais pas ce que ça veut dire en termes de changement de taux, mais depuis quelques années, il y a une accélération des masses monétaires aux US. C'est pas énorme, mais ça peut justifier une hausse des taux. Donc ça peut aller dans tous les sens. En tout cas, les marchés... Des règles de Taylor lui permettraient de monter les taux, et lui auraient permis de monter les taux dès le mois de juin, par exemple, si on appliquait strictement ces fameuses règles. En tout cas, au début de l'année... Dans ma tête, et dans mes discours, j'avais prévu 3 réductions de taux chez la Fed. Je crois que c'était plutôt dans les marchés. Mais je crois que cette ouverture de possibilité de réduire les taux, je crois que cette fenêtre est fermée. D'accord. Et le débat est plutôt, est-ce qu'on reste là où on est ou est-ce qu'on doit serrer? J'ai du mal à imaginer qu'ils vont serrer dans les mois à venir et à notre estimation, ils vont rester là où ils sont pendant peut-être 12 mois. Et donc une très longue pause, effectivement. Au Royaume-Uni, la Banque d'Angleterre, je crois, parce que l'inflation se comporte très bien, je crois qu'il y a la possibilité que la Banque d'Angleterre réduise les taux. Et au Japon, il est clair que avec un taux officiel de 1%, ils ont besoin de continuer de remonter. Ils sont largement derrière la courbe. Et plus qu'ils remontent les taux,
et les autres banques centrales ne montent pas, plus qu'il y a la possibilité que le yen retrouve une remonte un peu, se renforce. Non, remonte énormément. Oui, énormément, bien sûr, j'entends. Parce que c'est vraiment c'est hyper bas. On peut lire la baisse du yen et la volatilité des parties longues de la courbe obligataire japonaise comme un marché qui demande effectivement à la Banque du Japon d'aller sans doute un peu plus vite dans son resserrement et qu'elle est sans doute trop en retard aujourd'hui. Sur Warsh, qu'est-ce que vous en dites à Société Générale CIB, Ninon, quel degré d'incertitude ça met ou ça remet dans les marchés de taux et les marchés obligataires mondiaux, puisqu'on parle des États-Unis, forcément? Donc déjà de notre côté, on est plutôt d'accord aussi sur le fait que la Fed va rester inchangée dans les prochains mois. Et après, pour le marché des taux, plus directement, le fait que Warsh souhaite supprimer la forward guidance, pour nous, la conséquence directe, c'est plus de volatilité sur la partie courte de la courbe américaine, parce que le marché va devoir plus lire les données économiques, donc peut-être plus de réactions marquées lors des prints d'inflation ou du marché de l'emploi. Et il y aura moins de signaux aussi pendant les meetings de banque centrale, moins de signaux entre les meetings. Donc, potentiellement, pour nous, plus de volatilité sur la partie courte. Bon, Xavier, un mot. Et moi, je pense que c'est une bonne nouvelle qu'il y aura moins de communication, parce qu'il y avait beaucoup trop de communication venant de la Fed. Et que dire de la Banque Centrale Européenne, alors? Parce qu'il y a beaucoup de communication aussi de la part de la Banque Centrale Européenne. Christine Lagarde s'exprime par voix plusieurs fois par semaine. Il faut quand même le noter. Xavier, ça nous ramène à un temps alors que tout le monde n'a pas connu, mais on a pu réévoquer cette période des années 90 à l'occasion de la disparition d'Alan Greenspan il y a quelques semaines à peine. Que j'ai bien connu. Non, mais on l'a tous connu d'une manière ou d'une autre. Mais en tout cas, voilà, il a laissé un héritage pour le coup important. 5 mandats à la tête de la Fed, ça marque les esprits, bien sûr, les gens qui observaient, comme on dit à l'époque, et les marchés. Ça laisse évidemment un héritage important. Est-ce que c'est le bon moment de revenir à un peu ce mode de fonctionnement des années 90 ? Disons qu'on a beaucoup communiqué depuis 2008. Le format aujourd'hui est différent, on a un petit peu oublié cette période-là, donc on peut aussi vraiment revenir à une méthode de communication différente. Je suis assez d'accord, ça va apporter de la volatilité, je trouve que la volatilité sur les taux courts c'est une bonne chose. Ça permet aussi aux différents investisseurs de se poser les bonnes questions sur l'économie. Donc aujourd'hui je trouve que ça fait sens de revenir à ce type de communication, donc plus de forward guidance, tant mieux. En fait, ça évitera de se dire, voilà, le message est clair et donc en fin de compte, on fait ce que la Banque centrale nous dit de faire. C'est ça. Et c'est vrai que c'est l'argument qu'il utilise et qui est assez imparable, il faut dire. Voilà, donc la responsabilité doit revenir aux investisseurs. Bon, il nous reste 5 minutes, tour de table, parce qu'il faut quand même qu'on parle de l'IA après ces sujets de politique monétaire. Est-ce qu'il y a une forme de saturation là, dans le marché autour du thème de l'IA? Quand on voit les résultats de Samsung, pourtant éclatants, exceptionnels, au-delà du consensus et des attentes, et pourtant une sanction du titre. Qu'est-ce que ça nous dit quand même déjà du poids de l'IA dans les portefeuilles? Si l'idée est de se diversifier, quelle est une bonne logique de diversification aujourd'hui, Xavier? Alors déjà, on en parlait tout à l'heure, mais c'est vrai que la vraie question, c'est de savoir où est l'IA aujourd'hui. Elle se diffuse un petit peu partout et un peu dans tous les secteurs. Je pense que c'est aussi pour ça qu'on peut avoir des déceptions, ou du moins voir des valeurs rebaisser alors que les résultats sont excellents. Ensuite, on est quand même dans une situation où les investissements dans l'IA ont été extrêmement importants. Il y a sûrement aussi une rotation sectorielle qui est en train de se mettre en place sur l'électrification, sur les data centers. Donc évidemment d'autres valeurs sur lesquelles il faut peut-être se repositionner. Si on pense à l'Europe, à des sociétés comme Prysmian, on est dans cette situation où il y a une transmission de la valeur IA, quelle qu'elle soit. Ce n'est pas aller retrouver de la valeur sur des sociétés qui ne s'appuient pas que sur ça et qui apportent autre chose et qui sont dans la chaîne de valeur. D'accord. Donc, mais dont l'IA n'est pas le seul moteur non plus, c'est ce que vous dites. Tout à fait. Ouais. Je pense que c'est surtout ça qui est important, donc des rotations sectorielles de ce type. Et ensuite, il faut regarder d'autres secteurs. On n'arrête pas de parler de hausse des taux longs.
les banques. Financières. Voilà, Ouais, les financières. Je pense que ça fait sens de les regarder de nouveau. Il y a évidemment de la valeur, il y a de la transformation, et on voit bien que le taux de crédit à la fois aux entreprises et aux ménages augmente. Donc on est dans cette situation où les banques retrouvent de la valeur véritablement. Et se retrouvent avec un véritable écart de valorisation. Et donc les banques, ça se joue bien en Europe, par exemple? Ça se joue très bien en Europe. Très très bien. Voilà. Bon, Paul, logique. Alors, comment on gère le thème IA? Est-ce qu'il faut embrasser le thème le plus largement possible? Est-ce qu'il faut faire des choix un peu radicaux? C'est compliqué, hein, même des hyperscalers aux semi-conducteurs, et puis même dans un segment de marché, aller faire du picking. On me dit toujours que c'est un marché de stock picker. Enfin, ça l'est depuis 25 ans. Mais ce que je veux dire, c'est que là, faut pas se tromper de valeur. La sélection, elle présente aussi quand même un risque important. Donc, comment on gère ce thème IA et où est-ce qu'on trouve de la diversification, voire de la décorrélation aussi? Décorrélation, ça c'est... Ouais, ça n'existe plus. Non, mais il faut regarder les comos, c'est là où on a vraiment la décorrélation. Mais je crois que pour l'IA, on a vu il y a des vagues successives. Donc il y avait les hyperscalers. Et là, ça ne marche plus. Non. Depuis l'automne dernier. Oui, ils ont mal performé. C'est pour ça qu'un indice comme le Magnificent Seven, qui est nul comme indice, il y a un mélange bizarre. Oui. Mais en faisant la comparaison entre le Magnificent Seven et par exemple le Russell 2000, donc les petits et les moyennes bien sûr. entreprises, il n'y a aucune comparaison. Il y a une sous-performance de la part des hyperscalers. C'est les Lag 7, ils disent désormais. Et les mega caps. Mais le relais a été passé aux gens qui fournissent les produits, les matériaux aux hyperscalers. OK, vous voulez investir comme ça? Oui, on a des produits pour vous, donc la Corée du Sud, le Taïwan. Et eux-mêmes sont en train de lancer des plans d'investissement massifs en capacité. Et il faut toujours s'en souvenir que l'industrie de semi-conductors, les puces, c'est parmi les plus cycliques. Parce que une fois que ça va bien, il y a une augmentation de capacité qui pousse vers le bas les prix, qui détruit les bénéfices, donc une sous-performance boursière. Et puis, il retire la capacité, et puis une réaugmentation. Donc, il y a c'est le boom-bust permanent. Un boom-bust. Mais j'étais à Taïwan, à Taipei, c'était le mois de mai, et je leur disais, vous deviez être très heureux avec l'argent que vous avez gagné, mais à votre place, je diversifierai la portefeuille parce que ça ne peut pas continuer. Et alors, vous leur conseillez quoi pour se diversifier alors? Beaucoup donc en termes de classe d'actifs, Como, toujours, actions, oui, pas les US, ou à l'intérieur des US, pas les secteurs tech et tout le les reste, grosses boîtes. Le reste, les finances, les banques, oui, je suis tout à fait d'accord. Côté, si on veut jouer les taux, tout ce qui est des produits avec la duration très courte, les CLO. Oui. AAA-rated CLOs, bank loans. Les taux sont assez intéressants. Il n'y a pas le risque attaché à un mouvement des taux d'intérêt. Donc, il y a plusieurs façons et une diversification géographique. Je trouve toujours que la Chine, en termes d'action, est intéressante, avec beaucoup de valeurs tech et les gens qui fournissent les composants aux producteurs en Corée et en Taïwan. Donc, il y a beaucoup de possibilités de se diversifier. Mais le vrai challenge, c'est d'identifier quelle sera la prochaine vague, s'il y en aura. Et si le secteur n'était pas hyper régulé, ça sera peut-être les gens qui génèrent l'électricité et qui vendent l'électricité. Mais il y a beaucoup trop de régulation, je crois, pour que on peut vraiment jouer à une vague. La vague finale sera un tout petit vague, mais ça sera le moment que tout le monde en profite de l'IA.
Donc on n'y est pas encore. Non. Merci à vous trois. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Paul Jackson, Invesco, Xavier Chapon, Arkea Asset Management et Ninon Bachet, Société Générale CIB.